Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver donc pour ce colloque. J'espère qu'on aura un débat intéressant qui permettra de poser un certain nombre de questions et puis peut-être d'envisager des réponses, des solutions pour le problème qui nous anime, à savoir la question, je dirais, des conditions de travail des journalistes, de la démocratie, comment on peut garantir tout cela. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous les acteurs autour de la table, mais je vais leur laisser le temps de se présenter et puis après on va enclencher aussitôt sur la présentation. Bonjour à tous, donc Marion Dedelin, je suis directrice de mission à Technologia et j'ai suivi à la fois l'étude de journalisme sur ces différentes itérations et puis ayant effectué différentes missions dans ce secteur. Bonjour, je suis Louis Dreyfus, je suis président du directoire du groupe Le Monde depuis 13 ans et président du conseil d'administration de l'école supérieure de journalisme de Lille depuis 10 ans. Jean-Claude Delgène, économiste de formation, je suis président, fondateur du groupe Technologia. Bonjour tout le monde, Emmanuel Poupard, journaliste, premier secrétaire général du syndicat national des journalistes. Juste une petite introduction aussi. Le colloque qu'on présente ce soir est fait en partenariat avec Technologia, puisque ça fait depuis plus de 10 ans, depuis 2011, qu'on lance un certain nombre de baromètres qui prend le pouls de la profession. Et donc on a un recul sur toutes ces données depuis un certain nombre d'années. Alors certains, ça va être abordé tout à l'heure, certaines données peuvent faire un peu froid dans le dos, mais en tout cas c'est des réalités auxquelles on doit justement réfléchir, et c'est l'objet du débat de ce soir. Donc merci à Technologia d'avoir organisé cette table ronde, et puis à l'Union syndicale solidaire d'avoir pu nous permettre de louer cette salle. Rapidement, le syndicat national des journalistes, première organisation de la profession, créé en 1918, en mars 1918, en pleine guerre, sur des fondements déontologiques. Et donc, nous, SNJ, première organisation de la profession, on est toujours fiers de porter ces valeurs-là. Donc voilà, je vous remercie, je passe la parole au suivant. Bonsoir, Éric Valmire, je suis directeur de l'information et des sports, donc journaliste à Radio France. Bonsoir, je ne suis pas journaliste, je suis sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Oui, Jean-Marie Charon, pardon. Juste une petite précision avant peut-être de laisser Marion commencer l'introduction du baromètre. Peut-être que ça vous heurte d'un point de vue public, mais c'est vrai que c'est masculin, la tribune. Mais juste vous rassurer qu'on a fait le nécessaire pour essayer de trouver des intervenantes qui malheureusement se sont décommandées les unes après les autres. Voilà. Alors, rebonjour à tous. Alors, je vais commencer un petit peu par planter le décor. Donc, les principaux résultats de la dernière itération du baromètre, donc, qui date de 2022. Donc, ça va être un peu ingrat. Je vais essayer de ne pas citer trop de chiffres, mais bon, c'est un baromètre, donc c'est néanmoins indispensable. Donc, je commencerai par dire quels sont les éléments en termes de tendance, parce que c'est des tendances qu'on a pu observer dès la première itération qui était en 2011. Donc on constate un certain nombre de confirmations de grandes tendances. On verra après les éléments qui sont plus novateurs ou ce qui se dessine. Donc en termes d'accentuation de grandes tendances, c'est la poursuite de l'intensification des exigences du travail. Alors exigences du travail, je ne vais pas rentrer dans les définitions, mais c'est beaucoup plus vaste que la seule charge de travail. On le verra, différents éléments qui y contribuent. Donc accentuation de cette charge, plus 4 points sur quelque chose qui était déjà élevé, avec un trio de tête explicatif qui était le manque d'effectifs et de moyens, et on pense aujourd'hui tout particulièrement notamment au mouvement de concentration et de mutualisation dans les services supports, le développement du numérique et de la polyvalence bien sûr qu'on identifie depuis de nombreuses années et qui là pour le coup se tasse un peu, ce qui veut dire
en conséquence que ça s'inscrit vraiment dans l'organisation du travail au quotidien. Le développement des amplitudes horaires qui est très fort, on le verra bien sûr sur la question du télétravail, hein, c'est une question compliquée, avec l'atténuation des frontières qu'il peut y avoir entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis un certain nombre d'autres facteurs qui ont une importance nouvelle et qui contribuent à ce ressenti d'intensification des exigences et qui ont pour le coup des vraies atteintes sur les collectifs de travail et le sens au travail. Avec d'une part, et c'est une tendance forte, hein, parce que là c'est plus 7 points, une augmentation de la pression perçue, hein, de la hiérarchie dans les rédactions, dans un contexte de concurrence accrue. On y reviendra. Un deuxième élément qui a des incidences sur la cohésion des équipes, c'est des formes de concurrence interne avec la diminution du nombre de feuillets. Alors, pour compléter ce panorama en termes d'exigence du travail, il y a évidemment la composante temporelle. Hein. Les journalistes vivent avec, et on sait très bien qu'il y a un stress journalistique incontournable. Mais cette tendance-là, elle s'accentue encore, puisque là on est sur une tendance qui s'accroît de 8 points sur ces 12 dernières années, du fait du contexte concurrentiel avec évidemment le développement très important de l'information continue, les phénomènes de course à l'information et les incidences que ça peut avoir sur le temps, j'allais dire imparti, mais qui n'est pas imparti, mais sur le temps pour checker les sources, et avec les conséquences que ça peut avoir sur le sens au travail, on y reviendra. Donc là, très fortement. Autre tendance de fond, c'est bien sûr dans le climat. Hein, on est en 2022 au moment des résultats de l'étude, donc on est post-crise sanitaire avec la généralisation du télétravail. Et ce qu'on peut observer, c'est une réalité, dans le vécu de cette nouvelle modalité du travail, enfin nouvelle, en tout cas en termes de proportion, c'est que c'est une perception très ambivalente. À la fois un élément de confort qui est très apprécié. Je ne rentre pas dans les détails, c'est du bon sens, les gains de transport, la conciliation vie personnelle, le sentiment d'autonomie plus grande et, on y pense moins peut-être, mais aussi certains évoquent une forme de mise à distance, de protection par rapport au sentiment de pression. Mais elle est immédiatement associée aussi à un sentiment d'isolement qui s'est accentué. Puisque ça représente, là on est sur une tendance très lourde, hein. La moitié des répondants disent qu'il y a une diminution du lien social, une diminution évidemment du temps collectif, et c'est un élément très important parce que ça fragilise un facteur de compensation qu'on sait en termes de prévention capital, puisque face aux exigences du travail où parfois il n'y a pas grand-chose à faire, un élément ressource fondamental, c'est le collectif. Donc un élément très important. L'autre, c'est évidemment avec la porosité qu'il y a entre le monde professionnel et la vie privée dans le cadre du télétravail, un moindre respect des rythmes biologiques, des temps de repos et donc des récupérations qui ne se font pas selon les mêmes conditions. Donc une incidence double en termes de santé et sur lequel il faut être extrêmement vigilant. C'est une atténuation de la compensation et une atténuation des possibilités de récupération. Autre tendance en accentuation, c'est la précarisation accrue, puisque la moitié, c'est ça, plus de la moitié des répondants disent ne pas avoir reçu d'augmentation ou de promotion dans les 3 dernières années. Donc on est sur quelque chose de très lourd, avec évidemment un sentiment de précarisation beaucoup plus fortement ressenti chez les pigistes, où là on est à 80% qui ne sont pas satisfaits de leur rémunération et près de la moitié d'entre eux qui ont vu leur rémunération diminuer. Autre aspect là qui touche cette fois-ci à la relation au métier, à l'éthique journalistique et plus largement qui interroge aussi l'exercice démocratique, c'est, on l'a vu, hein, la pression temps qui s'accroît, la pression temporelle dans ce contexte concurrentiel, qui fait qu'il y a parfois une impossibilité de checker ses sources. Et là, on a été surpris de l'importance des résultats, puisque même en agence de presse, où il est quand même très consubstantiel, on est à 30%, en moyenne à 50%, et dans la télévision privée et radio privée, on est à 60% de personnes qui estiment ne pas avoir le temps de vérifier leurs sources. Donc, ce qui amène
évidemment à des conflits éthiques et qui sont tout particulièrement sensibles. On a vu à chaque fois, là on vous présente des résultats, je dirais, très transverses, mais il y a évidemment des particularités selon les secteurs. Et sur télévision et radio privée, cette réalité est tout particulièrement importante, tout comme la situation de censure ou d'autocensure sur des pressions économiques ou politiques. Voilà. Donc un sentiment aussi de déconsidération qui se développe, puisqu'on est à 25% de répondants qui ne se sentent pas reconnus comme étant contributeurs d'une information de qualité, et bon, bien sûr à mettre en lien avec les situations de défiance du public vis-à-vis des journalistes, comme on a pu l'observer dans les situations de manifestation, par exemple. Un apport nouveau de l'étude et qu'on a voulu intentionnellement approfondir, c'est la vision plus fine de la violence et des formes d'exposition à cette violence. Et on est sur des chiffres importants, puisqu'un tiers des répondants se disent victimes dans l'exercice de leur travail de cette violence, avec une très forte banalisation de la violence verbale qui touche près de 2 tiers d'entre eux. Une réalité de cyberharcèlement, là on est sur des proportions moindres, mais qui sont extrêmement, qui ont beaucoup d'incidence, puisqu'il s'agit là de 20% des répondants. Et puis aussi une présence significativement plus importante de ce qui touche aux violences sexuelles, qu'elles soient à caractère verbal ou physique, et sur des proportions qui sont plus importantes qu'au niveau national. Et puis bien sûr, s'ajoute à ça, dans le contexte de guerre que nous vivons, une peur accrue du terrain qui s'est largement exprimée, notamment pour les agences de presse et de la télévision privée. Voilà. Oui, alors je vais essayer de parler plus fort. Donc bien sûr, c'est un point de vigilance important dans la mesure où ce sentiment enfin qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, cette exposition à ces différentes formes de violence, elle peut avoir des incidences sur les comportements et sur comment se prémunir de formes de certains risques, avec des risques d'autocensure bien sûr qui s'accroissent et qui peuvent bien sûr impacter la liberté d'expression. Donc cet ensemble de facteurs, bien sûr, a une incidence importante sur la santé. Donc là, les résultats montrent une profession qui est quand même très fragilisée, si on raisonne sur un plan santé, puisque 70% des répondants estiment que leur travail affecte négativement leur santé. C'est une augmentation de 10 points par rapport à 2011, donc extrêmement importante. Et avec 2 tiers des répondants qui se disent souvent à constamment stressés. Donc on est sur des proportions extrêmement importantes, avec des risques de fuite du métier qui étaient déjà identifiés préalablement, mais qui se confirment. Voilà. Alors, avec un sentiment aussi de menace sur les conditions de travail qui est moins tourné que les autres années sur l'emploi, mais vraiment sur les conditions de travail en tant que telles. Voilà. Donc le débat, bien sûr, dans le débat, on va aborder quel levier de prévention on peut avoir vis-à-vis de ce panorama qui n'est pas réjouissant, qui montre une profession qui est vraiment exposée et fragilisée. Mais alors, en termes de grands axes, il y a évidemment tout ce qui conforte les facteurs ressources. Les facteurs de compensation sont extrêmement importants, que ce soit en termes de sanctuarisation de la liberté d'expression, dans la liberté de choix des sujets, le développement de dispositifs anti-fake news. Évidemment, ça contribue au sens au travail. Le développement des éléments de prospective, que ce soit métier ou technologique, pour diminuer les sentiments d'incertitude vis-à-vis de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent se développer dans les fonctions RH de ce secteur, mais sur lesquelles il reste beaucoup à faire en termes de gestion prévisionnelle. Sur le plan technologique, c'est bien sûr toutes les réflexions qu'il y a autour du développement de l'IA et dans laquelle mesure ça aura une incidence sur ces professions. Et ça, c'est évidemment une dimension sur laquelle il faudra travailler dans les années à venir pour voir quelles en sont les incidences. Les temps de récupération qui sont vraiment dans un métier aussi dense, intense que ce métier capitaux pour assurer des récupérations. Et puis bien sûr tout ce qui tourne autour de la sanctuarisation des échanges sur le travail. Je ne l'ai pas mentionné à tort, mais c'est vrai que le développement généralisé du télétravail a aussi eu des conséquences sur la capacité de créativité, l'innovation, ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et
une nécessité d'agir en ce sens. Voilà pour les éléments, je dirais, statistiques. Alors, donc c'est à toi ou... Oui, c'est Jean-Marie. à Jean-Marie. Oui. Merci. Alors, écoutez, l'exercice qu'on m'a demandé de faire, c'était de prendre un petit décalage, enfin d'opérer un petit décalage, à la fois en termes de méthode, puisque là, on est plutôt ce qu'on appelle du quantitatif. Et là, je vais complètement m'appuyer sur ce qu'on appelle, nous, en sociologie, des études qualitatives, donc essentiellement par entretien, 2 enquêtes qui font écho au baromètre. La première, qui est plus ancienne, qui portait sur les journalistes qui ont quitté la profession, dont je ne parlerai pas beaucoup finalement, parce que elle fait beaucoup. Enfin, on retrouve à peu près les mêmes choses que ce qui vient d'être dit. Mais la seconde qui porte sur les journalistes, les jeunes journalistes, qui est un petit bouquin qui va sortir, qui s'appelle Jeunes journalistes lors du doute, dont je vous conseille évidemment la lecture, mais je ne vais pas vous parler directement du livre, je vais plutôt partir de quelques points qui font écho et qui éclairent peut-être la question des jeunes par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Alors déjà, on n'a peut-être pas trop insisté là-dessus, mais c'est une confirmation. Quels sont les journalistes aujourd'hui dans nos sociétés, quel rôle ils jouent sur le plan intellectuel, etc. Les jeunes journalistes, effectivement, aujourd'hui, sont probablement parmi les mieux formés. Ils ont suivi tous des cursus extrêmement longs. Et ça se confirme dans l'enquête, puisque entre les écoles reconnues, écoles non reconnues, la formation continue, les formations universitaires, on a effectivement des parcours qui sont extrêmement complets. Et on voit effectivement que chez les jeunes journalistes, le fait d'entrer dans la profession sans avoir de formation, sans avoir un long bagage universitaire, est devenu pratiquement une exception. Alors ça, c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister. Ça a deux impacts par rapport à des questions qui ont été évoquées. Le premier, c'est est-ce que c'est logique d'avoir bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7 et de se retrouver pendant des années au niveau du SMIC, voire au-dessous du SMIC. Donc on retrouve le sujet qui a été évoqué autour des rémunérations. Et c'est vrai qu'effectivement, on a le sentiment, quand on travaille auprès de ces jeunes journalistes, entre parenthèses, il y en avait plus d'une centaine qui ont été interviewés, on retrouve cette question de la rémunération, et tout particulièrement lorsqu'il y a précarité. Le fait qu'ils aient d'ailleurs eu des cursus longs, ça permet aussi quelque chose qui était peut-être moins fréquent dans les générations précédentes, c'est d'avoir sans arrêt un œil sur ce que ceux qui ont fait les mêmes études que vous, mais qui ne sont pas entrés dans le journalisme, comment leur carrière évolue. Et là, on s'aperçoit que les niveaux de salaire, les conditions autour de la précarité, l'autonomie professionnelle parfois, etc., se posent dans des termes très différents. La question de la formation, ça peut paraître assez éloigné, mais ça a aussi un autre impact, c'est que lorsque les choses ne se passent pas très bien, eh bien, on a le sentiment d'avoir un capital de compétences et on va avoir d'autant plus de facilité à s'interroger sur des reconversions possibles. Et on verra tout à l'heure, et c'est un élément, un apport du baromètre actuel, c'est d'avoir posé effectivement la question autour des départs de la profession, et je reviendrai effectivement sur cette question du départ des jeunes. Le deuxième aspect que je voulais aborder, je vais être très rapide, effectivement, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu tout ce qui ressort d'une forme de décalage entre ce qui a été observé, notamment dans le baromètre, dans les conditions d'activité, dans la représentation du travail que l'on a et de ce que sont effectivement les attentes de ces jeunes journalistes, c'est-à-dire ce qu'était leur motivation au départ. À mon avis, des motivations d'ailleurs qui ont pas mal évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on demande à des jeunes journalistes pourquoi ils ont voulu devenir jeunes journalistes, ils ne vont pas vous parler de démocratie au sens très large, en parlant d'institutions, de rôle politique, etc. Ils vont vous parler plutôt de démocratie par le bas. Être utile, jouer un rôle positif dans la société, identifier des sujets qui sont porteurs dans le monde d'aujourd'hui et pour le monde de demain.
Donc on a tout un tas d'éléments qui sont assez spécifiques à leur génération, de la même manière que qu'est-ce qu'ils aiment dans ce travail. Alors c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais finalement c'est beaucoup faire du terrain, être utile une fois de plus, faire plutôt un travail où on a le temps, faire un travail approfondi, complexe, hein, et alors un rapport, moi ça m'a beaucoup frappé, assez partagé à ce qu'on appelle l'actu. Autrement dit, et ça je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle important, l'information continue à jouer un rôle important. S'il y a 30 ou 40 ans, ça pouvait être encore un idéal de sortir un scoop ou d'être complètement dans ce qu'il y a de plus pressant, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'appétence pour cette dimension-là du journalisme chez les plus jeunes en tout cas. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est faire un travail de fond. Moi j'ai été frappé que dans ces enquêtes, personne ne me parle de scout, par exemple. Alors, là, j'avais relevé notamment un chiffre qui me paraissait intéressant, c'est effectivement tout ce qui tourne autour du temps pour vérifier. Et effectivement, ce sentiment qu'on n'a pas le temps, pas suffisamment de temps pour travailler, et en télévision, le chiffre, je ne sais pas s'il a été cité, je n'ai pas bien entendu tout à l'heure, mais c'est 69% qui considèrent qu'effectivement, ils n'ont pas le temps de vérifier l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très présent. Ensuite, l'autre gros sujet extrêmement prégnant, effectivement, c'est ce qui tourne autour de la précarité. Là, je ne vais pas reprendre sur les arrière-plans de la précarité. C'est évidemment, ça renvoie à la question de la rémunération, ça renvoie à la question de la solitude, souvent, lorsqu'on est pigiste. Ça renvoie à la question de l'incertitude, aux questions de rémunération, qui sont extrêmement faibles. Là, on parle même souvent pas de SMIC, mais on parle de rémunérations qui sont beaucoup plus faibles que le SMIC, parce qu'il y a des moments où on a plus ou moins d'activité. Chez certains, même, ça se traduit par le fait d'être obligé de travailler à côté, de faire un autre métier que du journalisme, en tout cas dans les premières années. La précarité, et là j'ai un petit décalage dans les chiffres par rapport au baromètre. J'ai encore demandé à la commission de la carte de me sortir. Alors moi, ce que j'appelle les jeunes, c'est 30 ans et moins de 30 ans. La commission de la carte me dit que c'est 66% qui sont en situation de précarité en 30 ans et moins de 30 ans. Donc 2 sur 3 connaissent soit la pige, soit des successions de CDD. La précarité, et c'est aussi, je trouve, quelque chose qui était assez intéressant dans le baromètre, c'est que vous faites ressortir ceux qui sont hors carte de presse, c'est-à-dire y compris ceux qui sont confrontés à une précarité où on va être obligé de travailler en auto-entrepreneuriat ou sur des statuts divers et variés, soit travailler, et c'est le cas souvent dans le numérique par exemple, dans des entreprises qui ne sont pas reconnues comme des entreprises de presse. Par exemple, le président de la République a accordé un long interview à Hugo Décrypte. Et bien, les journalistes d'Hugo Décrypte n'ont pas la carte de presse. Donc, il y a aussi ce stade. Mais ce qui est plus problématique, c'est que je rencontre aussi des situations dans ces entretiens de gens qui travaillent pour le service public dans des structures qui ne sont pas reconnues comme des entreprises de presse et qui sont parfois rémunérées sur facture. Donc on peut aussi avoir ce type de situation quand on parle de précarité. Ensuite, les conditions de travail. C'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est tout ce qui va tourner autour des horaires. C'est vrai que la question des problématiques autour des horaires sont extrêmement fortes. L'amplitude horaire, surtout le sentiment que les journées sont sans fin, ou en tout cas ne sont pas définies spécifiquement en termes de durée par l'encadrement, c'est souvent quelque chose qui est reproché. Tout ce qui tourne aussi autour des questions d'avoir, parce qu'on est jeune, à assurer davantage les permanences, d'avoir à assurer davantage parfois du travail en situation d'horaire décalé, enfin toute une série de sujets qui sont pointés là dans le baromètre et qu'on va, avec des situations qui sont propres au numérique, j'ai été frappé de voir que c'est un chiffre, je ne sais pas si ça a été souligné, mais en gros, le baromètre nous dit qu'aujourd'hui, le numérique, c'est en gros pratiquement un tiers des journalistes qui travaillent dans le numérique. Parce qu'il y a quelques années, on s'interrogeait, le numérique, ça représente quoi? Maintenant, c'est plus que la radio ou la télévision.
Et travailler dans le numérique, effectivement, c'est découvrir souvent des conditions de travail que l'on n'associait pas, en tout cas eux, n'associaient pas forcément au journalisme. Ça veut dire de travailler dans des équipes qui vont succéder, un peu comme à l'usine, en tout cas c'est le parallèle qu'ils vont faire. C'est aussi d'être confronté à des questions de cadence. Un certain nombre d'entre eux nous disent que la norme, c'est tant de papier par jour, tant de papier par demi-journée, voire tant de papier par heure, ça dépend des endroits évidemment. Donc ça, c'est aussi des notions qu'on voit apparaître et qui peuvent leur apparaître, qui leur semblaient en décalage avec ce qu'ils se représentaient de la profession. Il y a quelque chose qui est lié aux conditions de travail et qui n'apparaît pas vraiment dans l'enquête. Ça m'a un peu surpris que ça ne ressorte pas davantage, mais moi qui m'a beaucoup surpris dans l'enquête qualitative, c'est tout ce qui va tourner autour du rapport à la hiérarchie. Des rapports, là je n'ai pas beaucoup de temps, mais je dirais des choses qui renvoient à des différences de culture professionnelle, une certaine forme de violence, et quelque chose aussi qui m'a surpris autour d'un procès en compétence, c'est-à-dire le sentiment d'avoir des hiérarchies qui, selon eux en tout cas, n'ont pas les compétences. Et là encore, on est dans le comparatif avec ce qui existerait dans d'autres secteurs. Je suis dépendant de leurs paroles, hein, je ne dis pas que c'est l'évangile, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils le ressentent, des différences qu'il y aurait avec d'autres secteurs où on serait davantage reconnu pour ses compétences, davantage identifié, où on aurait davantage, je dirais, de recherche, d'adéquation entre ce que l'on a envie de faire et ce que l'on va vous confier. J'ai été effectivement très frappé, et là c'est très présent aussi dans le baromètre, par tout ce registre autour de la santé. Effectivement, la proportion de ceux qui nous disent avoir été obligés de consulter pour des problèmes d'épuisement professionnel, reconnus par le corps médical en l'occurrence, hein, le nombre de ceux qui doivent se médicaliser, enfin prendre des médicaments de manière régulière pour travailler, le nombre de ceux qui se font suivre psychologiquement parce qu'il y a des problèmes qui sont apparus dans l'exercice de leur profession, et quelque chose qui est aussi pointé dans le baromètre et qu'on avait déjà vu dans l'enquête sur les journalistes qui quittent la profession, c'est le nombre de burn-out. Et des burn-out sévères, c'est-à-dire des ruptures où on n'est plus capable de travailler, on est obligé de s'arrêter. Et là, si je me tourne vers les psychiatres, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que ces burn-out de jeunes, ils sont souvent traités par des arrêts de travail courts et souvent aussi très mal compris par leur hiérarchie, qui vont très peu se préoccuper d'aménager, je dirais, le cadre dans lequel vont travailler ces jeunes en retour de burn-out. Et ce qui nous fait craindre, si j'en crois les psys, à des retours beaucoup plus sévères dans les années qui viennent. Ensuite, alors oui, je le disais tout à l'heure, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, évidemment, puisque c'est quelque chose qu'on avait demandé, c'est ces départs de la profession, ça représente quoi? Et là, pour la première fois, on a un chiffre dans une étude quantitative qui nous dit que 16% des journalistes, donc ça fait à peu près 5500 d'entre eux, s'interrogent sur le fait de quitter la profession. C'est quand même une proportion assez importante sur 33 000 et quelques journalistes. Mais ce qui m'a aussi frappé, autre chiffre, mais qu'on rencontre très fréquemment quand on interviewe beaucoup de journalistes, c'est que 89% nous disent avoir côtoyé des gens qui ont quitté la profession. Donc on voit qu'effectivement ce sujet est devenu un peu omniprésent et avec effectivement en arrière-plan les éléments qui ont été signalés dans le baromètre qui sont là pas du tout différents lorsqu'on est dans le qualitatif. Pour dernier point que je voudrais signaler, c'est ce sentiment que vous évoquiez tout à l'heure, ce sentiment de ne pas produire une information de qualité. Et là, effectivement, ça nous renvoie, je crois, à la fois à la question du sens, pourquoi on est venu, pourquoi on a travaillé, qu'est-ce qu'on attendait en faisant ce métier, mais ça renvoie aussi à un sujet qui apparaît dans le baromètre, qui est la question du rapport à la société. C'est-à-dire, effectivement, que les jeunes journalistes aujourd'hui ont une représentation alors est-ce que toute la profession, c'est à vous de me le dire, mais ils ont une représentation selon laquelle
le rapport à la société a basculé. Leur profession est une profession qui est perçue comme objet de défiance. Un certain nombre d'entre eux ont des phrases du type « nous sommes devenus des mal-aimés », « nous sommes haïs », « nous sommes une profession haïe ». Où vont-ils chercher? Alors bien sûr, il y a le discours général, il y a ceux à qui on demande de travailler sur les réseaux sociaux, et c'est fréquemment les jeunes qui doivent travailler sur les réseaux sociaux. Ils doivent effectivement faire face à un certain nombre de comportements de leurs interlocuteurs qui ne montrent pas particulièrement de bonté. C'est aussi sur le terrain. Beaucoup de ces jeunes sont allés travailler sur les ronds-points au moment des Gilets jaunes, ont été dans les manifs Gilets jaunes, ont été sur les manifs récemment sur les retraites, ont subi des pressions, des insultes, parfois ont été malmenés. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a le fait que, y compris dans leur entourage proche, leur famille, leurs amis, ils se disent fatigués de devoir défendre leur profession dans un climat qui est de plus en plus effectivement défiant. Je crois que c'est extrêmement... ce qui était aussi très propre à leur... Peut-être que toute une partie de la profession, pour avoir effectivement pas mal discuté avec beaucoup de journalistes ces dernières années, et beaucoup avoir travaillé sur cette question de la défiance, puisque je fais partie des gens qui ont créé ce fameux baromètre sur la confiance des Français dans leurs médias. Mais peut-être que ce qui les différencierait de leurs aînés, c'est qu'ils sont très ambivalents sur la question de la défiance. En gros, ils disent, il faut expliquer notre métier. Il faut effectivement, donc, notre métier, l'expliquer. Mais en même temps, ils sont très gênés parce que souvent, ils ont l'impression que toute une partie de l'information de ce qu'ils produisent ou qui est produite ne leur convient pas vraiment non plus. Merci à Jean-Marie de cet éclairage supplémentaire qui éclaire le baromètre. Juste, je ne sais pas qui va prendre la parole après moi, juste rappeler ensuite le débat qui va s'ouvrir là sur tout ce qui vient d'être décrit. Donc c'est comment, avec ces conditions de travail du journaliste, on arrive à faire, nous journalistes et les médias, à délivrer une information de qualité dans un monde en crise, et comment voilà, on arrive à redonner du sens dans la démocratie, du sens dans le métier, pour que les gens puissent être intéressés et participer à la chose publique. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole. Bonsoir. Moi, je prendrais ça sous deux angles. Il y a l'angle, effectivement, de la qualité du débat démocratique qui était évoqué là. Et il y a un autre enjeu qui est l'enjeu de l'attractivité de nos métiers. C'est-à-dire que ce qui est raconté dans les deux études qui viennent d'être citées, c'est qu'on parle d'une profession dont les conditions de travail se sont détériorées de manière accélérée au cours des 20 dernières années. Il est dans ce cas pas complètement surprenant qu'il y ait de moins en moins de gens qui souhaitent être journalistes, et que par ailleurs, ceux qui souhaitent être journalistes viennent de moins en moins souvent de milieux divers socialement, puisque logiquement, les familles de milieux moins favorisés n'encouragent pas leurs enfants à tenter des concours ou à rentrer dans une profession qui est particulièrement précarisée. Donc on a un phénomène accélérateur, me semble-t-il. Si je regarde les sujets auxquels on est confronté, il y en a plusieurs, et on en parlait en aparté tout à l'heure. Il y a une occasion qui va s'ouvrir à partir de début octobre avec les États généraux au droit de l'information. On peut espérer peut-être que le gouvernement ou le législateur se saisisse de ces sujets, parce qu'il y aura, ou en tout cas, un espace pour un constat partagé, puis des propositions. Si je regarde les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, vous avez ce qui était évoqué ici, c'est d'abord une pression temporelle. C'est-à-dire que la part du numérique fait que le journaliste
a tendance à être sollicité en permanence, le rubricard, puisque vous allez avoir une actualité qui va tomber à tout moment, que la chronologie de publication n'existe plus, puisque à tout moment les réseaux sociaux peuvent diffuser de l'information. Donc on sait très bien, on le voit, qu'il y a une pression très forte. Et pression très forte qui devient de plus en insupportable pour les journalistes qui ont beaucoup de mal à concilier le temps de réflexion, le temps de production et le temps personnel. Donc là, il y a un sujet qu'on a beaucoup de mal à appréhender les uns et les autres. Une des options, c'est quand même de travailler sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire que tant que le journaliste est connecté, il est appelé, il répond à cette injonction, et c'est très compliqué. Donc il faut qu'on fasse attention à ça, il faut qu'on y réfléchisse. Je vais vous donner une anecdote qui m'a frappé. L'an dernier, un des journalistes du Monde a pris sa retraite et organisé, comme on le fait dans toutes les professions, un pot de départ. Et lors de ce pot, il était présent un de ses enfants, et il s'est tourné vers son fils, et il lui a dit « Je voulais m'excuser du temps que je n'ai pas passé avec toi, et que j'ai passé à couvrir, en l'occurrence, il couvrait l'Assemblée nationale, donc au moment où il y avait des débats en permanence. » Donc il était très ému, le fils était très ému aussi, et beaucoup de journalistes, après ce pot, sont venus me voir en me disant « Moi, Louis, ce ne sera pas ma vie. » Et je ne peux pas leur donner tort. Ils ont raison. Donc il faut qu'on apprenne à faire différemment. Jean-Marie Charon parlait de cette impression que pour certains journalistes, ils travaillent comme à l'usine parce qu'il y a des shifts de 6 à 7 heures par jour. Nous, on a été confrontés à ça au Monde, puisqu'on produit de l'information 24 heures sur 24, on a eu s'est posé assez rapidement la question du travail de nuit, puisqu'il faut qu'entre 23h et 6h du matin, des gens soient là pour être en alerte, produire l'information, relire des papiers. On a abouti à la décision de créer un bureau à Los Angeles, où il y a une dizaine de journalistes salariés du Monde qui sont là-bas et qui traitent l'information de 23h à 6h du matin. Ça permet que leur rythme biologique ne soit pas perturbé, que leur vie personnelle soit compatible. Donc il existe des solutions. Mais effectivement, ce sont de nouveaux enjeux pour nous. Donc vous avez ça c'est la pression du temps, de la réactivité. Vous avez une deuxième pression qui est la pression économique, compte tenu de l'importance des concentrations qui se passent dans notre secteur. Effectivement, vous avez de moins en moins de groupes de presse ou d'employeurs, donc il est beaucoup plus compliqué d'aller de l'un vers l'autre, et donc il y a une pression naturelle que subit le salarié en pensant qu'il ne peut pas aller ailleurs, donc il faut bien qu'il accepte par moment la pression de son employeur. J'ajouterai à ça, mais on reviendra sûrement là-dessus, sur le télétravail, le fait que le télétravail soit très étendu a un impact évident sur la capacité des organisations syndicales à représenter les salariés, à identifier les facteurs de risque, voire à mobiliser. Donc il y a quelque chose qui n'est pas sain et qui est problématique. Je vous le dis parce qu'en tant qu'employeur, c'est plus simple d'avoir des organisations syndicales fortes qui soient capables de partager des signaux d'alerte. Aujourd'hui, avec le télétravail, c'est de plus en plus compliqué. Et puis vous avez un troisième facteur qui est perturbant, c'est ce sentiment que Jean-Marie décrivait, mais moi je pense qu'il n'est pas si nouveau, qui est le sentiment de déclassement dans cette profession. Année après année, le baromètre que publie la Croix confirme qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ont du mal à croire ce qui est publié par des médias, quels que soient les moyens qu'on met à produire et vérifier de l'information. Donc évidemment, les trois rendent le risque de pression temporelle, de pression économique et puis de regard du tiers où on a l'impression d'être déclassé, donne à une profession qui est très fragilisée et donc qui est moins attractive, donc qui va avoir du mal à se renouveler et qui aura du mal à
a contribué de manière positive et rigoureuse à la qualité du débat public. Donc l'ensemble de ce paysage est un paysage compliqué. Pour autant, moi je pense qu'il y a des solutions, que le législateur peut apporter des solutions et que les organisations syndicales et patronales peuvent y réfléchir. Il y a beaucoup de choses. On parlait de la question de la hiérarchie tout à l'heure. Avec Jean-Marie, je crois, disait que beaucoup de journalistes interrogés contestaient la hiérarchie. On est dans un métier où l'autorité hiérarchique est particulièrement compliquée à mettre en place et concevoir. Je vais prendre un exemple. Donc je vais prendre l'exemple du Monde. Il est classique qu'un chef de service ne souhaite pas rester chef de service au-delà de 5-6 ans. Donc dans ce cas-là, il demande à revenir à l'écriture parce que c'est plus valorisant pour lui de signer ses papiers. Ça veut dire que quand vous êtes chef de service, vous avez probablement dans votre service quelqu'un qui a été votre chef et un autre des salariés qui sera bientôt votre chef. Évidemment, c'est plus compliqué d'imposer une autorité. Donc l'autorité, elle ne vient pas que du grade. Elle doit être contribuer, elle doit provenir d'une forme de dialogue, de collégialité. Donc ça me semble important dans notre secteur. Et c'est pour ça que quand j'entends qu'il y a encore des groupes de presse ou des éditeurs qui contestent l'idée qu'on ne puisse pas être directeur ou directrice de la rédaction sans un vote favorable de la rédaction, je ne comprends pas le sujet. C'est-à-dire que amener un directeur de la rédaction qui n'aurait pas été légitimé par ses troupes, c'est rendre cette entreprise ingérable. Donc là-dessus, je pense que le législateur doit avancer là-dessus. Il y a une voie, ça s'organise. Non, je le dis parce que moi j'ai des patrons de presse dans des réunions d'éditeurs qui me disent que ça veut dire que l'entreprise ne sera pas gérable. Ça n'est pas vrai. Enfin, moi, je suis président directeur d'un groupe. L'ensemble de nos directeurs et directrices de la rédaction, sont plutôt directrices que des directeurs, ont été légitimés par un vote. Donc, mais sinon on détériore les conditions de travail, les conditions de confiance en sa hiérarchie. Donc là aussi, je pense qu'il y a plusieurs voies sur lesquelles on peut avancer. Mais sur chacun de ces points, je pense qu'il y a des vraies avancées à faire. Ce qui me frappe, et puis j'en terminerai par ça, c'est que ça fait très longtemps que les pouvoirs publics ne se sont pas penchés sur cette profession, peut-être par peur de faire un faux pas, mais c'est un secteur sur lequel il y a eu très très peu de lois dans les dernières années, quand elles ne concernaient pas les plateformes numériques ou les seuils de concentration. Mais sinon, il n'y a rien eu sur un dispositif réglementaire pour protéger l'indépendance de la rédaction et donc la qualité de travail et donc la qualité du débat public. Donc il y aurait un sens à ce que les pouvoirs publics s'en emparent. Merci Louis. On vous laisse la parole. Alors, c'est quand même beaucoup de sujets là. Hein. C'est que je vais commencer par les jeunes, puisqu'on évoquait les jeunes et une profession qui est beaucoup moins attractive. Elle est moins attractive, c'est vrai, pour une partie de la population, mais c'est... Je vous ai laissé parler. Il n'y a jamais eu autant de candidats dans les écoles. Oui, bah ça... Non. Moi, je pense le contraire. Je vous ai laissé parler. Moi, je pense le contraire. Je pense... les chiffres, il n'y a pas que les chiffres. Je dis que quand on regarde dans les populations de jeunes aujourd'hui, quand on travaille avec elles, on s'aperçoit que par rapport à ce qu'était ma génération, tout le monde voulait être journaliste. Aujourd'hui, vous allez dans les lycées, les collèges, il y a beaucoup moins de ces jeunes-là qui veulent être journalistes. Et ceux qui ont envie de l'être, souvent, on parlait du problème de la diversité tout à l'heure, pensent que ce n'est pas pour eux. Parce qu'ils pensent que ce sont les élites, ils pensent qu'il y a une absence de diversité et qu'ils ne vont avoir aucune chance d'accéder à une école de journalisme. On travaille beaucoup avec une association qui s'appelle la Chance Média pour aller justement à la rencontre de celles et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas aptes à faire une école de journalisme. Ensuite, il y a quelque chose de très juste dans ce qu'a dit Jean-Marie Charon tout à l'heure, c'est qu'il y a un gap énorme dans cette génération-là entre le journalisme rêvé au départ, puis le journalisme enseigné, puis le journalisme pratiqué. On arrive ensuite dans les rédactions où souvent
on vous demande d'être polyvalent tout de suite. C'est le fameux couteau suisse des jeunes. Il faut savoir tout faire, il n'y a pas d'horaire, et il faut être du matin au soir corvéable à merci. Ça a toujours été comme ça de toutes les générations. Ma génération l'a accepté, elle a sans doute eu tort, la génération d'aujourd'hui ne l'accepte plus. Ça, c'est un point quand même qui est déterminant. Et qui est, je pense, et puisqu'on parle de la question du sens et de se dire, mais à quoi je sers? Parce que c'est vrai que si on court au matin pour faire plusieurs sujets, qu'on est à la fois sur le numérique, parce que le numérique, j'y reviendrai après, a évidemment modifié beaucoup de choses, on se dit, mais quel est le sens de tout ça, de cette course effrénée toute la journée, arriver le soir crevé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai produit? Je pense vraiment qu'il faut relancer, et c'est ce qu'on s'attache à faire à Radio France, une spécialisation des parcours. C'est-à-dire que, oui, la polyvalence est un atout, mais pas que. Et on s'aperçoit que de plus en plus dans les rédactions, on demande des journalistes scientifiques, on demande des journalistes économiques, on demande des journalistes qui soient spécialisés. Et pourquoi ce ne seraient pas des jeunes? Pourquoi il faudrait attendre 40 ans pour avoir une spécialisation? Je crois vraiment qu'en plus, dans la profession, on voit beaucoup de jeunes après la pandémie. On a vu à quel point on a été en faillite totale sur le journalisme scientifique pendant la pandémie. On avait des experts ou prétendus experts qui venaient et qui pouvaient parler pendant des heures sans être contredits. Tout simplement parce que nous, journalistes, on n'avait pas la culture du raisonnement scientifique. Il ne s'agit pas d'être un astrophysicien éclairé. Il faut savoir comment on lit une publication scientifique, comment raisonne un scientifique. Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales. Le développement durable, le climat, ce sont des questions qui sont fondamentales aussi. Quel est notre niveau de culture, de background dans nos rédactions, à part les quelques journalistes spécialisés que nous avons? Il est important que les jeunes soient formés à ces notions-là. En plus, pour la plupart, ils sont engagés là-dessus. Donc je crois que vraiment donner du sens et donner de la valeur à ce qu'on fait, à ce qu'on est, ça passe par une meilleure formation à la sortie des écoles ou alors en contact avec les écoles pour justement valoriser des spécialités. Beaucoup de jeunes, donc je le disais tout à l'heure, sur le journalisme scientifique, soit on est journaliste qui s'intéresse aux sciences, soit on a fait une fac de sciences et on se dit que tiens, on a envie de faire de la pédagogie, qu'on a envie de vulgariser, et alors on s'embarque vers le journalisme ensuite. Mais entre les deux, on ne trouvait pas de créneau. Le numérique est effectivement devenu quelque chose d'essentiel, parce que le numérique est partout. Aujourd'hui, on n'a plus de silo vraiment entre... je vais parler de mon corps de métier qui est la radio, mais on n'a plus vraiment de différence. À la radio, on a désormais des pôles images. Vous avez des matinales filmées, vous avez des face cam, comme on dit, qui atterrissent sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est le journaliste radio qui le produit, avec peut-être un technicien ou quelqu'un qui l'accompagne, mais souvent, le fameux journaliste mojo, le journaliste nomade, est quelque chose qui arrive aujourd'hui dans les pratiques. Pourquoi? Parce que les usages ont évolué, les outils ont évolué, mais nos organisations n'ont pas évolué. Et donc, elles doivent absolument trouver une manière de rendre, certes, le journaliste autonome, mais pas pressurisé dans son autonomie. Et qu'au contraire, il n'y ait pas de dégradation éditoriale. C'est tout l'enjeu de ce qui se joue aujourd'hui, finalement, dans les rédactions. C'est un aspect très important. Et ça va de pair avec le sens. Oui, le scoop n'est plus d'aujourd'hui. Louis Dreyfus l'a très bien dit. Avec les réseaux sociaux, quel intérêt un scoop? Vous avez des notifications qui arrivent tous les 4 matins. Toutes les 4 secondes, je veux dire. Des notifications qui arrivent, votre téléphone est devenu un objet où il y a un flux permanent d'infos qui tombent et qui génère la fameuse fatigue informationnelle. Et ça frappe aussi les journalistes, puisqu'on doit surveiller l'actu. Donc il n'y a pas que le citoyen qui est frappé par la fatigue informationnelle. Et donc, à partir de ça, pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, oui, le scoop. L'enjeu du journaliste aujourd'hui, c'est pas d'être le premier à sortir une information, c'est d'être le premier à sortir une information fiable et certifiée. Surtout dans le contexte des informations qui a été évoquées tout à l'heure. Parce que cette fatigue informationnelle, cette course en avant permanente, elle doit finalement être accompagnée aujourd'hui d'un ralentissement. Parce que tout se retrouve. Pourquoi on a autant de burn-out? Pourquoi on a autant de problèmes de santé? Parce que tout ça est une spirale infernale qui s'enchaîne et qui amène ça. Donc il faut savoir ralentir. Il faut trouver d'autres principes d'organisation. Et oui, les formats longs sont des moyens, l'investigation, l'information certifiée, où on va vérifier l'information, on ne va pas forcément courir.
On va regarder en arrière pour voir véritablement d'où ça vient. Et ça devient d'autant plus fondamental que je ne vous fais pas un dessin avec ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de ces derniers jours. Emmanuel Macron, casquette à l'envers, qui est en train de parler et de dire n'importe quoi sur le cyberharcèlement. Et on voit le mouvement d'élèves, la gestuelle, qui reproduisent la voix du président de la République. C'est frappant de réalité. Mbappé jeune qui reçoit des sermons de son père. Tout ça est bidon, tout ça est fabriqué automatiquement. Ce qui fait que, mine de rien, pas seulement dans le citoyen qui reçoit l'information, mais même dans celui qui la produit, on a un axiome qui a disparu là, la preuve par l'image. Croire ce que l'on voit, c'est plus possible parce que ce que l'on voit, on ne sait plus si on peut le croire parce que ça se trouve c'est bidonné entièrement. Mais croyez-moi, ça provoque de sacrés espaces de réflexion dans la rédaction en ce moment. Comment on va s'en sortir avec ça? Donc oui, il y a tout un chantier qui est immense sur la table aujourd'hui, qui dépasse seulement sur les conditions de travail, mais aussi sur comment on s'organise. Et finalement, tout est lié. Et on parlait des jeunes, mais j'aimerais parler des seniors. Parce qu'on a une population qui s'épuise aussi à la tâche et qui parfois, par manque de mobilité ou de changement ou de parcours RH mal défini, va se retrouver dans une impasse, arriver à 60 ans, alors qu'à 60 ans, on n'est pas un journaliste fini. Et là, on a vraiment des problématiques RH importantes avec ces populations seniors qui, elles aussi, vont se trouver engagées dans des problèmes de santé. Parce que perdues, parce qu'avoir l'impression d'être plus bon à rien, d'avoir fait le tour de la question, de ne plus être considéré. Et là aussi, il n'y a pas que les jeunes, il y a tout un travail, et Dieu sait que dans mes fonctions, j'essaie d'y remédier, mais je vous l'avoue, je n'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Autant vers les jeunes, on voit à peu près ce qu'on peut faire, autant vers les seniors, c'est vraiment très compliqué. Voilà en intro, et après je peux répondre à des questions, ce que je peux dire. Juste un petit mot, pour éviter de me parler par-dessus vous. J'ai effectivement un décalage, en tout cas, une fois de plus, hein, c'est du qualitatif, donc ça peut avoir des biais, je le reconnais. Mais la perception que j'ai par cette enquête sur les jeunes, c'est pas qu'il y a un déficit de candidature. Une fois de plus, hein, les écoles, j'ai encore fait des pointages récemment, n'ont jamais eu autant de candidats. Je constate, puisque en gros dans cette enquête, je leur demandais comment ils avaient commencé, etc., on s'aperçoit qu'on a des vocations très jeunes. Troisième, le lycée, etc., le fameux stage de troisième, on va dans une rédaction, etc. Des choses qui n'existaient pas vraiment avant, des choses auxquelles vous avez participé aussi, c'est-à-dire beaucoup ont été dans le journal ou le média de leur lycée. Beaucoup font de l'auto-formation, parce que le web, ça apporte ça aussi. Beaucoup ont eu des chaînes, ont créé leur chaîne, YouTube, etc. Donc on a effectivement une appétence incontestable. Et honnêtement, l'enquête, elle est partie de là. C'est-à-dire pourquoi on a une telle appétence, pourquoi on a autant de candidats, et pourquoi il y en a autant qui vont quitter. Et alors je voudrais faire une petite incise sur la diversité sociale. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années et que j'ai l'impression qu'on n'enregistre pas. J'ai été surpris dans l'enquête par le nombre de jeunes, enfants d'ouvriers, enfants d'employés, de professions de service, qu'eux-mêmes se décrivent comme étant enfants de milieux populaires. Alors c'est vrai que la chance a joué, hein, ou un certain nombre de structures, mais il y a aussi l'alternance qui a joué. Tous ceux qui sont jeunes et qui viennent de ces milieux diversifiés sont passés par l'alternance. Le problème, c'est qu'au lendemain de l'alternance, que se passe-t-il? Que propose-t-on à la sortie d'une alternance? En général, de la précarité. Comment tient-on à Paris, comme pigiste, lorsqu'on n'a pas de logement, lorsqu'on n'a pas quelqu'un pour vous soutenir? Eh bien, effectivement, les choses ne se passent pas très bien. Donc, je pense que là, il y a une occasion de la profession. C'est aussi, quand vous parliez de réflexion à avoir, il y a quelque chose qui s'est passé, dans lequel on a davantage de jeunes qui sont venus alors qu'ils viennent de milieux diversifiés. Et là, ça renvoie à la démocratie aussi, comment on a un apport avec des origines très différentes. Mais on n'a pas su, je sais bien que le modèle économique des médias aujourd'hui ne facilite pas les choses, mais on n'a pas su aménager le cadre qui leur permet réellement de s'installer dans la profession. Je vais simplement répondre à ça parce que nous, l'alternance est évidemment une porte très importante pour la diversité. C'est l'assurance d'un CDI 3 ans après.
Donc, si les gens partent, parce qu'il y en a qui partent, on en fait 15 par an, et s'ils partent, c'est soit finalement, comme on le disait tout à l'heure, ils ont été déçus, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit ça le journalisme, soit ils sont embauchés ailleurs, et ça c'est on les a formés, mais ils partent ailleurs, c'est la vie. Mais en général, on a 15 par an, on en avait 10 qui restaient sur 15 il y a 2 ans, aujourd'hui ils sont 12, voire 13 cette année. Donc 12 l'année dernière, 13 cette année. Donc c'est l'alternance, oui, c'est une voie qui est vraiment à creuser pour la diversité. Parce que là, on se retrouve face à des jeunes qui, encore une fois, n'ont pas forcément préparé une école. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que... alors, il y a 2 voies. Soit les écoles présentent des candidats qui sont en alternance dans les écoles et chez nous. Soit ce qu'on fait, nous, et on vient de le faire avec la Chance Média, justement, on va chercher des jeunes qui ne sont pas dans les écoles, on les caste nous-mêmes, et en lien avec le CFPJ, on les met dans l'école. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'école qui les amène à Radio France, c'est Radio France qui les amène à l'école. Et c'est un autre biais, mais qui nous donne des résultats assez encourageants. Merci. Alors à mon tour de commenter les études qui ont été faites et rendues là par Technologia et puis Jean-Marie Charon. Nous, au SNJ, ce qui nous a évidemment frappé, si je devais retenir une chose du baromètre Technologia, c'est le fait que les journalistes n'ont plus le temps de recouper leurs informations. Et ça, c'est un gros problème. Parce que le boulot, le travail du journaliste, c'est de recouper les informations. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail, il ne fait pas son travail correctement pour informer le grand public. Et ça pose évidemment des questions sur l'emploi et comment on arrive à assurer des rédactions suffisantes pour faire le travail. Alors il y a la question des organisations, évidemment, c'est certain. Mais ça, c'est crucial, c'est vraiment crucial. Et c'est quelque chose qui nous avait heurté le plus. Et qui est vraiment revenu en force là, dans les résultats de ce baromètre. Quelques commentaires avec ce qui avait été dit là précédemment. Oui, nous, organisations syndicales, et notamment au SNJ, mais j'imagine que les autres organisations syndicales de journalistes partagent ce que je vais dire. Excusez-moi. Ouais, je veux bien. Pardon. Merci Eric. Le travail de journalisme, enfin le travail qu'on fait au quotidien, c'est une œuvre collective. Et quand on partage, et quand on travaille pour faire le journal du lendemain, une émission de radio, une émission de télé, etc., on partage tout ça avec les membres de la rédaction sur place. Et c'est vrai que le paradigme a énormément changé avec l'arrivée du télétravail. Et nous, on le dit aussi, c'est que ça rompt quand même le collectif de travail sur cette fameuse œuvre collective. Et en effet, ça a été dit par Marion, il y a aujourd'hui des journalistes qui sont isolés, qui ne participent plus de manière aussi incitative et dynamique telle qu'elle faisait avant. Et ça reste un problème. Parce qu'il n'y a plus d'inventivité. Et on n'est plus là, des fois, à réfléchir. Mais même 2 minutes, même si on ne parle pas travail, à se voir pour le café, au travail, on peut réfléchir sur telle ou telle chose. Et là, il y avait vraiment des choses qu'on ne voit plus. D'autres choses aussi qui... alors notamment, c'est ce que disait Jean-Marie sur la question de la sortie des écoles. Alors, je me réjouis qu'il y ait davantage de journalistes qui soient formés, qui sortent d'école. Alors moi, j'ai fait alternance. Voilà, c'était très bien. Mais quand je suis arrivé aussi dans la rédaction, qui a beaucoup changé, dans la rédaction, on avait des journalistes qui n'ont pas fait d'école et qui ont eu des formations au long cours, qui ont été formés sur le tas. Il y avait une richesse des parcours qu'on ne retrouve plus en rédaction. On avait en rédaction un journaliste qui a fait des études de chimie. Il y en a un autre qui a fait des études d'agriculture. Et donc, quand on avait des difficultés sur tel ou tel sujet, on savait vers qui se tourner. Donc, il y avait des ressources en interne qui étaient extrêmement riches pour plein d'autres sujets. Et là, voilà, à partir du moment où on sort d'école, on a ces parcours qui ne sont pas les mêmes.
on retrouve plus ce genre de choses. Je vais pas être très long non plus. Je vais juste... après, on va peut-être faire un retour vers la salle pour que vous ayez des interventions et des questions, parce que c'est peut-être ça qui doit permettre aussi d'enrichir le débat. Nous, au SNJ, on le dit depuis très longtemps, il y a une urgence dans la profession. Et le baromètre, et ce que vient de dire Jean-Marie le confirme à nouveau, il y a une urgence parce que la profession est en précarité, parce qu'il y a une urgence, en effet, à changer les choses. Et on espère, on met un sou sur la table, on espère que les États généraux vont essayer de répondre à un certain nombre de questions. La dernière fois qu'il y a eu des États généraux, c'était sur Sarkozy, où au départ, il n'était aucunement question de verser la moindre aide aux employeurs. À l'issue des États généraux sous Sarkozy, il y a eu des aides à la presse comme on n'en a jamais vu. Et pour les journalistes, pas grand-chose. Voilà. La dernière législation qui concerne les journalistes, c'est la loi Bloch de 2016, je crois, c'est ça? Je ne sais plus. 2016, oui. J'ai toujours du mal. Et cette loi Bloch, elle permet notamment d'instaurer une déontologie, enfin une charte de déontologie dans l'entreprise, et elle instaure le droit d'opposition individuel du journaliste, qui est déjà une avancée. Et alors nous, on dit au SNJ que ce n'est pas suffisant parce qu'elle doit s'accompagner notamment d'un droit d'opposition collectif. Alors c'est tout le débat qu'il y a eu avec la question notamment du JDD et des propositions de loi qui ont été déposées. Bon, tout ça pour vous dire que, entre autres, sur ces questions-là d'indépendance des médias, sur la question des aides à la presse, sur la question de la concentration des médias, il y a énormément de choses à faire. Et on espère qu'au moins la période de diagnostic lancée par les États généraux vont permettre de partager un peu tout ce constat-là. Et puis, en effet, d'essayer de voir quelles sont les bonnes solutions, les bonnes pratiques. Parce que je pense qu'on partage avec les employeurs et les éditeurs un certain nombre de constats qu'il faut faire changer les choses, et dans le bon sens évidemment. Alors peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec eux hein, à un moment donné, mais il faut vraiment changer les choses. Donc on espère que ça va déboucher sur quelque chose. Voilà. Rapidement pour conclure, et sans vouloir d'ailleurs conclure réellement, donner simplement un peu mon analyse. Alors nous, Technologia, comme vous le savez, on travaille beaucoup dans les médias. On a fait l'évaluation des risques, par exemple chez TF1, chez France 2. On travaille au quotidien dans une quinzaine de rédactions. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que depuis maintenant, depuis 2011, avec le SNJ, on travaille sur ce baromètre. Et ce que l'on voit dans ce baromètre, ça a été bien illustré par Marion, c'est qu'il y a des invariants et il y a des nouveautés. Parmi les invariants, bien sûr, celle de l'importance de l'information. Ce que vient de dire Emmanuel, l'information est essentielle, ce qu'a dit aussi Louis, comme étant un bien commun de la démocratie. S'il n'y a pas d'information fiable, s'il n'y a pas d'information vérifiée, s'il n'y a pas d'information certifiée, on n'a pas, je dirais, la possibilité d'avoir des débats, d'avoir le pluralisme, d'avoir la possibilité de développer son esprit critique. Si on n'a pas ça, on a effectivement un risque de totalitarisme. Et donc, c'est très important d'avoir, en fait, avec les journalistes, les auxiliaires de la démocratie. Il faut protéger cette profession. Il faut protéger cette profession. Elle est véritablement dans une situation d'effondrement aujourd'hui qui est vraiment remarquable. Nous, on l'a noté à la fois. Il suffit simplement de voir qu'il y a à peu près un tiers des journalistes qui aspirent à quitter la profession. C'est énorme. Et on voit bien qu'il y a une lassitude interne qui a transpiré dans toutes les interventions. Et pour autant, on a effectivement à l'autre bout des jeunes qui veulent effectivement s'inscrire dans ce parcours. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une très belle profession. C'est une très belle profession. Comme vous avez des lanceurs d'alerte en dépit des risques qui vont prendre le risque de faire révéler des situations qui ne le sont pas et qui pour autant méritent de l'être. Parce que tout simplement, l'être humain aspire
à faire en sorte que la démocratie, le partage se fasse. Vous voyez, donc, c'est très important de préserver cette profession. Cette profession, elle est menacée. Aujourd'hui, il faut dire les choses. Regardez simplement le baromètre de Reporters sans frontières qui donne que la France est 34e sur 180 pays. C'est un vrai sujet. Et ça devrait questionner. Et j'espère qu'effectivement, les États généraux qui vont se tenir permettront de revenir à un classement pour le pays des droits de l'homme qui soit, je dirais, comment dire, plus en rapport avec l'exigence qu'on doit avoir. Si on regarde, y compris dans les faits, on voit aujourd'hui, et ça c'est vraiment un questionnement pour moi, quand on voit par exemple ce qui s'est passé sur les gilets jaunes dans les manifestations, je ne juge pas les gilets jaunes, mais que les journalistes aient été agressés comme ils l'ont été, ou dans les meetings Fillon, où il y a eu des agressions physiques. Donc c'est un vrai sujet, parce que ça montre bien qu'il y a une modification du rapport aux journalistes. Deuxième aspect, les attaques politiques. Bon, je ne parlerai même pas de celle de M. Macron en décembre 2017, où il a expliqué que l'audiovisuel était la honte de la République. Bon, alors même s'il a rectifié après, etc., qu'il a corrigé, qu'il a dit que ses propos étaient, que les propos rapportés par Télérama n'étaient pas justes, etc., puis le JDD n'était pas juste. Mais bon, il y a vraiment quelque part une transgression, alors qu'on devrait protéger cette profession, encore une fois. Vous voyez, quand on voit, y compris la directive traduite en droit français sur le secret des sources, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, on n'en a pas parlé là, mais effectivement, comment protéger cette profession quand on menace les journalistes de poursuite quand ils font leur métier? Vous voyez, c'est un vrai sujet. Voilà, donc ces questions, il faut les traiter, et j'espère qu'on va pouvoir les traiter. Pour ma part, je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions intéressantes. Je ne parle pas simplement de ce qui s'est passé au Monde et à Mediapart. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir... je parle pour Technologia, je ne parle pas pour le SNJ, hein, on est bien d'accord. Hein, mais même si on a des convergences, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais pour ma part, le fait d'avoir avec Mediapart... J'en ai discuté longuement avec Plienel quand il a mis en place le fonds de dotation, le fait de garantir l'indépendance, le fait d'avoir un contrôle par les journalistes dans le conseil d'administration, pour moi, c'est une des solutions intéressantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut dissocier peut-être la propriété des médias, qui ne sont pas pour moi des entreprises comme les autres. Si on veut véritablement faire en sorte que l'information soit un bien commun, il faut effectivement permettre de dissocier la propriété et la gouvernance des entreprises. C'est un peu ce qui a été fait avec Mediapart, avec le fonds de dotation. Je suis plus réservé, on a travaillé dessus sur le fonds de dotation de Libération, on pourra en parler, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, donc c'est intéressant de regarder cet aspect-là, peut-être pour les États généraux. De même, la question de l'agrément donné par les journalistes pour les nouveaux actionnaires au niveau des médias, c'est aussi une piste qui doit être, à mon avis, cultivée. Hein, faire en sorte que le collectif des journalistes puisse donner son avis sur, je dirais, un nouvel actionnaire. C'est important parce qu'un nouvel actionnaire, on l'a vu d'ailleurs dans le monde, ça modifie énormément les équilibres. Hein. Il y a eu tout un débat en 2018, je ne reviens pas là-dessus. Bon, Louis pourra peut-être s'en expliquer. Après, deuxième aspect, la question, je dirais, effectivement, de l'aval des journalistes pour la nomination du directeur, ce qui s'est fait au Monde aussi, c'est très intéressant. Encore une fois, il faut protéger cette communauté avec des actes concrets, pas simplement du verbiage. Et si on veut effectivement revaloriser cette profession, il faut prendre des mesures fortes en matière, y compris législative. On est à la veille de ces États généraux, donc il faut vraiment permettre d'avancer là-dessus. Après... encore une fois, nécessité de vraiment évoluer dans le métier des journalistes pour aller véritablement vers ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ce qui a été dit par ailleurs, sur la question de la vérification, de la certification. Un des graves malaises, effectivement, c'est cette exigence d'un travail mal fait, de ne pas être fier du travail que l'on fait, pour autant dans lequel on s'est vraiment investi, qu'on n'a pas pu vérifier les sources, y compris qu'on se met en danger. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, le fait d'avoir un problème après dans le travail qu'on a fait, qu'on puisse se le faire reprocher. Parce qu'il y a quand même une grande peur chez les journalistes. Il y a une très grande peur, on ne l'a pas dit. Nous, on l'a constaté année après année, baromètre après baromètre, il y a une autocensure considérable. Alors bon, bien sûr, il y a des médias bollorisés aujourd'hui où les gens, effectivement, intègrent encore plus cette question de l'autocensure. Mais malgré tout, il y a cette peur. Et donc, cette peur n'est pas bonne pour faire un travail de qualité. Et donc, il faut
y compris, permettent que les personnels qui sont investis dans ces médias puissent travailler sans avoir la peur au ventre. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais je parle avec passion. Juste une dernière intervention d'Éric, et puis après on passe aux commentaires ou aux éventuelles questions de la salle. Très courte, parce que cette intervention m'a fait penser sur la protection. Pour la première fois dans l'histoire de la profession en France, pour aller dans les manifestations, les journalistes ont eu recours à des protections rapprochées. Des protections rapprochées, qu'est-ce que c'est? C'est un garde du corps. En bas de chez soi, on prend un garde du corps, alors qu'en Ukraine, en Afghanistan, au Yémen, au Niger, on n'a pas de garde du corps. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand même, a bouleversé un peu aussi notre... oui, nous a tous bouleversés, parce qu'on se dit que, notamment dans les territoires, dans les radios locales, on se prend un garde du corps pour ne pas se faire cogner par son auditeur. Parce qu'il n'y a même pas possibilité de parler, en fait. C'est la violence tout de suite. Alors, ce n'est pas tous les jours, évidemment. C'est dans les moments de crise, les gilets jaunes, la manif des retraites, les anti-vax. C'est dans ces moments-là. Mais quand même, il y a une crispation qui est terrible. Et en même temps, pourquoi? Parce que le journaliste est associé à l'élite. Il est associé à finalement le bien-pensant, celui qui va reproduire la parole des élites et qui ne va jamais dire la vérité. Journaliste menteur, journaliste collabo, combien de fois on l'a entendu dans les manifs? Et donc je crois qu'il y a aussi de notre part la nécessité d'ouvrir et d'expliquer ce que nos pratiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le journaliste d'éducation aux médias et à l'information, nouveau mode de journalisme qui arrive, devient très nécessaire dans ce contexte, et c'est justement porté par les nouvelles générations. Et ça, c'est très important. Ouvrir les pratiques. 9 personnes sur 10 ne savent pas ce qu'est une conférence de rédaction. Évidemment, nous, on baigne dedans, mais on se dit, et moi je me tourne vers mes parents, ma famille qui est informée, qui lit, et ils ne savent pas ce que c'est une conférence de rédaction. Finalement, ils ne savent pas comment on traite les sujets, ils ne savent pas comment le sujet arrive à l'antenne, qui décide quoi. Le principe du débat, au sein d'une rédaction, ils ne le connaissent pas. Ils croient que c'est un truc qui est vertical, qui arrive d'en haut, et que le journaliste est aux ordres. Donc là, on a un gros travail à faire, justement, pour montrer aux citoyens, justement dans les valeurs de la démocratie qui étaient citées en début de débat, on a un gros travail à faire en ce sens. S'il y a des personnes qui veulent peut-être intervenir.